voulais revenir sur 2 points. D'abord, il faut qu'on se pose la question de savoir de quel côté se situe la peur aujourd'hui. Et il me semble qu'au vu des faits, la peur se situe du côté de l'Union européenne. Ils viennent d'injecter des centaines de millions d'euros pour organiser dans les 28 pays de l'Union européenne des campagnes, des interventions auprès des populations pour aller appeler au vote. Évidemment, ils le font en toute connivence avec les députés européens de chacun des pays concernés. On a vu en France des députés européens, beaucoup d'ailleurs, parler dans des écoles, des universités, même des cafés, avec des représentants de la Commission européenne pour aller vanter les charmes de l'Union européenne. Deuxièmement, ils ont injecté des centaines de millions d'euros pour mettre en place dans les réseaux sociaux ce qu'ils appellent des trolls, qui guettent, qui surveillent les échanges sur la question de l'Union européenne, sur la question des élections européennes, et pour aller injecter des contre-arguments pro-européistes au fur et à mesure. C'est la première fois, semble-t-il, qu'il y a autant d'investissements financiers de la part de l'Union européenne pour des élections européennes, ce qui est donc un symptôme, en tout cas. La deuxième chose, c'est que vous avez sans doute remarqué que la négociation pour le traité transatlantique entre l'Union européenne et le traité transatlantique, donc avec les États-Unis, vient d'être mise en suspens. Elle est mise en suspens, vous devinerez jusqu'à quand? Jusqu'en juin 2013. Avec un argumentaire absolument extraordinaire, compte tenu qu'il semblerait que ce traité suscite de nombreuses inquiétudes, etc. Nous mettons tout ça en suspens pour voir comment ça pourrait être un peu plus démocratique. Ils ont donc bien compris, d'une part, que ce traité était un argument qui allait être saisi par ceux qui veulent dénoncer pas seulement l'Union européenne, mais aussi, en même temps que l'Union européenne, le libre-échange. La deuxième chose que je voulais indiquer, c'est, donc, première chose, de quel côté se situe la peur aujourd'hui. La deuxième chose, c'est quelle est la stratégie affirmée, écrite de l'Union européenne pour développer, pour accroître son emprise aujourd'hui et accélérer ce qu'ils appellent la construction européenne. On n'en finit pas de construire d'ailleurs avec eux. Eh bien, ils ont adopté, c'est écrit dans leur texte, une stratégie de contournement et d'encerclement. Et la première arme aujourd'hui, c'est l'affaire de la, entre guillemets, régionalisation. La création, le développement de l'euro-régionalisation. Et évidemment, la charte concernant les langues s'inscrit là-dedans. Mais il y a ça, et il y en a d'autres. Il y a notamment ce qui vient d'être décidé il y a 3 semaines, un mois, au niveau européen, la facilitation de la création des GECT. Les GECT, ce sont des groupements économiques de coopération transfrontalière. Avant, il y avait des tas de dossiers à monter pour obtenir l'autorisation de création d'un GECT, qui peuvent être thématiques, et il y en a à peu près une trentaine qui existent aujourd'hui. Personne ne le sait, dont en France, je vous signale. Thématique, ça peut être par exemple la santé. Voilà, il existe un GECT entre la France et l'Espagne. Bon, bref, peu importe. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout. Cherchez GECT, vous allez voir, c'est passionnant. Eh bien, il y a donc une facilitation de la création des GECT qui vient d'être décidée il y a 3 semaines, un mois, par l'Union européenne. Ce n'est pas pour rien. Et puis, il y a un troisième élément qui entre dans la stratégie de l'Union européenne. C'est, pour réussir cette euro-régionalisation,
il faut évidemment des décisions législatives pays par pays. La France n'est évidemment pas un bon modèle, elle est malgré l'existence des régions, etc., elle est encore considérée comme jacobine, attachée à l'État, etc. Donc l'acte 3 de la décentralisation, et ça a été dit, s'inscrit totalement là-dedans. Mais la condition sine qua non pour réussir la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation, c'est la loi sur la mobilité des fonctionnaires. Cette loi sur la mobilité des fonctionnaires, aujourd'hui, n'est absolument pas traitée sur le plan médiatique et même au niveau des luttes. C'est-à-dire il y a évidemment des syndicats qui négocient sur la question, mais tout ça est très peu visible. Et pourtant, c'est la condition sine qua non pour que demain, évidemment, les métropoles aient des fonctionnaires à coût zéro, puisque l'État ne veut pas créer de nouveaux postes. Et cette mobilité des fonctionnaires s'appuie sur la loi de 2010 de Nicolas Sarkozy qui n'a pas été abrogée. Il faut savoir. Et ce qui se profile dans la négociation à venir le 13 février 2014, donc d'ici pas longtemps, eh bien c'est un deal, je le fais exprès en anglais, parce que c'est exactement comme ça, on est au marché, hein, on deal, entre l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires et l'acceptation, la signature par les syndicats du rapport Pêcheur, c'est-à-dire la loi sur la mobilité de Madame Lebranchu, qui est prévue à l'Assemblée au printemps. On voit bien que donc il y a une stratégie, tout ça se tient, évidemment, même si c'est peu lisible. Et ce que je voulais simplement dire en fin d'intervention, c'est que quel est l'intérêt du boycott là-dedans? Quel est le lien avec le boycott sur les élections européennes? Eh bien, c'est permettre, pour une fois, à tous ceux qui se battent contre la fermeture des hôpitaux de proximité, contre la suppression des départements, contre la mise en place des métropoles, contre la fermeture de la poste et des services publics, contre la mort annoncée de la sécurité sociale, et notamment par la décision de la Cour de justice européenne d'il y a quelques semaines. Bref, c'est leur offrir la possibilité non plus de s'épuiser dans des luttes justes, évidemment, mais qui ont lieu sur tous les fronts, et qui sont les conséquences du mal, et qui ne s'attaquent pas aux causes du mal. Or, l'affaire du boycott, ça permet de dire, on tape là où ça fait mal, c'est-à-dire aux causes. Et je crois que si on réussit ça, et en l'argumentant, il me semble, notamment de cette manière-là, on offre la possibilité aux dizaines de milliers de militants, hein, qu'ils soient des syndicalistes ou qu'ils ne soient pas des syndicalistes, mais qui sont mobilisés localement, etc., de pouvoir établir des liens, des solidarités avec d'autres qui sont en lutte sur d'autres fronts et qui ne se parlent pas systématiquement. Et ce boulot, ben, c'est ce qu'on appelle à la fois de la politique et de faire avancer les luttes sociales. Voilà, moi, ce qui me semble très intéressant dans l'affaire du boycott. Merci.